Le carrelage était froid. Mes paumes pressaient à plat contre lui, cherchant de l'air comme s'il se cachait quelque part entre les fissures. Je pouvais entendre la voix de ma mère au-dessus de moi, tranchante, impatiente. Tu vas bien. Arrête de faire une scène. Ces mots ne m'atteignaient pas comme elle le pensait. Ils étaient étouffés, comme si elle criait à travers l'eau. J'ai essayé de répondre, mais ma poitrine ne voulait pas s'ouvrir. Chaque inspiration ressemblait à un voleur qui s'introduisait, en prenait la moitié avant de repartir. De l'autre côté du comptoir, ma sœur Harry, un son grêle et cruel. Elle fait encore sa comédie, a-t-elle dit. Elle est toujours comme ça quand elle veut de l'attention. De l'attention? Je voulais de l'air. Ma vision se resserrait, les bords devenant noirs. La pièce a basculé comme si le sol se dérobait sous moi. Quelque part une porte s'est ouverte, des bottes sur le carrelage. Une voix basse. Secouriste ici. Où est la patiente? Il s'est accroupi à côté de moi, ses mains gantées soulevant doucement mon menton. Ses yeux se sont posés sur mes lèvres. Je n'ai pas compris le regard qui a traversé son visage jusqu'à ce qu'il presse sa radio. Centre, nous allons avoir besoin de renforts de police. Silencieusement, pourquoi la police? Pourquoi maintenant? J'ai essayé de demander, mais aucun son n'est sorti. Juste un sifflement qui m'a effrayé moi-même. Et puis, pour la première fois depuis que j'avais heurté le sol de la cuisine, la voix de ma mère s'est brisée. De quoi parlez-vous? Elle va très bien. Le secouriste l'a interrompu, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. Elle ne va pas bien. Et je pense que nous savons tous les deux pourquoi. La sirène à l'extérieur ne hurlait pas. Elle ronronnait doucement, presque cachée. Dans le coin de ma vision qui s'assombrissait, j'ai vu le faible stroboscope des lumières bleues et rouges rebondir sur la fenêtre. Le secouriste avait alors placé un masque à oxygène sur mon visage. La première bouffée d'air a frappé comme une vague, brûlant son chemin dans mes poumons avant de s'installer dans ma poitrine. Mes mains tremblaient alors que je m'y accrochais comme si elles pouvaient disparaître à tout moment. L'oxymétrie de pouls est basse, l'oxygène s'améliore, a-t-il marmonné dans sa radio, mais ensuite, se penchant plus près, son ton a changé, presque trop bas pour que la pièce l'entende. Restez avec moi. Nous n'allons pas laisser cette affaire être étouffée. Être étouffée. Les mots bourdonnaient dans ma tête, déchiquetés et forts. Derrière lui, ma mère faisait les 100 pas, elle va bien. Elle réagit de manière excessive, a-t-elle dit, sa voix cassante maintenant, comme du verre sur le point de se fissurer. Le secouriste ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, il s'est tourné vers l'officier qui venait d'entrer, uniforme impeccable, les yeux scrutant la cuisine comme s'il lisait une scène de crime. « Madame, nous allons vous demander de passer dans l'autre pièce », a dit l'officier à ma mère. Le sourire narquois de ma sœur a vacillé. « Attendez, c'est ridicule. Elle est juste en train de... » L'officier a répété, plus sèchement cette fois, « maintenant ». Ils ne m'ont pas vu regarder, ma respiration toujours saccadée sous le masque. Ils n'ont pas vu la façon dont le secouriste a glissé un petit sac de preuves dans la main de l'officier, quelque chose qu'il avait ramassé sur le sol près de mon verre d'eau renversé. L'officier a jeté un coup d'œil à l'intérieur, puis sa mâchoire s'est crispée. Il a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Mais le hochement de tête du secouriste en réponse m'a dit une chose. Ce n'était pas un accident. Et pour la première fois, une froide prise de conscience s'est enroulée autour de moi, plus serrée que la panique ne l'avait jamais été. Je ne me battais pas seulement pour respirer. Je me battais pour rester en vie. Le trajet jusqu'à l'hôpital était un flou de plafonds blancs et de voix étouffées. Chaque bosse sur la route faisait vibrer mes côtes. Chaque chuchotement entre le secouriste et l'officier sur le siège avant me retournait l'estomac. Quand nous sommes arrivés, le secouriste m'a poussé directement au-delà de la salle d'attente, son rythme rapide, urgent. L'officier est resté juste derrière, sa main reposant légèrement sur son étui, comme s'il n'était pas sûr de ce que nous allions rencontrer. Dans la salle d'examen, une infirmière a prélevé du sang pendant qu'une autre attachait des moniteurs à ma poitrine. Mon masque à oxygène sifflait doucement, mais en dessous, je pouvais sentir un goût étrange, métallique, amer. Le médecin est entré quelques minutes plus tard, feuilletant mon dossier. Ses yeux ont scanné les chiffres sur l'écran, puis se sont levés pour croiser les miens. Nous effectuons un dépistage toxicologique, a-t-il dit d'un ton neutre. Vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé ou bu dans la dernière heure? J'ai dégluti avec difficulté.
Juste de l'eau du verre sur le comptoir. Le secouriste et l'officier ont échangé un regard. Ce verre est une pièce à conviction, a dit doucement le secouriste. Le médecin n'a pas réagi, il a simplement hoché la tête et est sorti. Mais je pouvais sentir la tension pulser dans la pièce, comme si tout le monde savait quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire. Par l'embrasure de la porte ouverte, j'ai aperçu ma mère et ma sœur dans la salle d'attente. Ma mère était penchée en avant, parlant rapidement à quelqu'un au téléphone. Ma sœur, elle, faisait défiler son téléphone, une jambe rebondissant nerveusement. La radio de l'officier a grésillé. Une voix s'est fait entendre, basse mais claire. Le dépistage toxicologique sur le verre est revenu positif. Le même composé a été trouvé dans l'échantillon de sang de la patiente. Les yeux de l'officier se sont reportés sur moi, stable et sans ciller. « Mademoiselle, ce n'était pas un hasard, a-t-il dit. » Et d'un coup, la cuisine, les halètements, les rires tout s'est mis en place. Elles ne m'avaient pas seulement ignoré. Elles avaient essayé de m'effacer. L'officier est entré complètement dans la pièce, sa voix basse mais traversant le bourdonnement des machines. « Madame, je dois vous demander. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous ce soir ?» La question flottait là comme une arme chargée. En sécurité ? Le mot semblait étranger. J'ai pensé au sol de la cuisine, à la façon dont la voix de ma mère avait tranché ma panique comme si de rien n'était. Au sourire narquois de ma sœur, cette petite boucle satisfaite au coin de sa bouche. Au goût amer qui s'accrochait encore au fond de ma gorge. Mon silence a dû être une réponse suffisante car il a poursuivi, « Nous allons vous garder ici en observation. » J'ai demandé une protection rapprochée. Une protection rapprochée ? Pour moi ? À cause d'elle. Depuis le couloir, je pouvais entendre le bruit de pas, le poids indubitable de bottes contre le linoléum. 2 autres officiers étaient arrivés. Le médecin est revenu, cette fois avec une impression à la main. « C'est bien de l'éthylène glycol », a-t-il dit d'un air sombre. « Nous commençons le traitement maintenant. » J'ai cligné des yeux. « C'est de l'antigel, n'est-ce pas ?» Il a hoché la tête, son expression un mélange de pitié et de fureur contenue. « Il n'en faut pas beaucoup. » Par l'embrasure de la porte, j'ai aperçu ma sœur levant enfin les yeux de son téléphone alors qu'un officier s'approchait d'elle. Elle s'est redressée, la confusion vacillant sur son visage jusqu'à ce qu'elle me voie la regarder. Ses lèvres ont formé un seul mot. « Toi. » La voix de ma mère s'est élevée brusquement alors, assez fort pour que tout le service l'entende. Elle invente tout ça. Elle exagère toujours. Mais l'officier n'a même pas sourcillé. « Madame, je vais devoir vous demander de venir avec nous. » À cet instant, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive ensuite, l'histoire qu'elle racontait sur moi depuis des années était sur le point de s'effondrer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui luttais pour respirer. Elles ont emmené ma mère et ma sœur dans le couloir, leur voix toujours aussi vive, toujours dégoulinante de la même fausse confiance qu'elles avaient toujours portée. Mais cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois, leurs mots ne s'accrochaient pas à moi comme des chaînes. La porte de ma chambre s'est refermée avec un léger déclic. Le silence soudain était presque insoutenable. Le médecin s'est assis à côté de mon lit, posant l'impression sur la table de chevet. « Savez-vous comment cela a pu entrer dans votre système ?» J'ai fixé le papier, les lignettes de chiffres que je ne pouvais pas entièrement comprendre. J'ai bu du thé, ai-je dit lentement. À la table de la cuisine. C'est ma mère qui l'a fait. Il a hoché la tête une fois, écrivant quelque chose. Je suis obligé de vous dire que c'était délibéré. Délibéré. Le mot s'est enfoncé profondément. L'officier de tout à l'heure est revenu, son expression plus douce maintenant. Elles seront interrogées séparément, a-t-il dit. Nous avons sécurisé votre domicile. Vous n'y retournerez pas ce soir. J'ai fermé les yeux un instant, l'image de ma petite boîte d'affaires personnelle traversant mon esprit. Les choses que je devrais récupérer un jour, mais il n'y avait aucune tristesse dans cette pensée, seulement une libération. Quand je les ai rouverts, j'ai vu quelqu'un se tenir juste derrière le panneau de verre de ma chambre. Un homme en manteau sombre, les cheveux parsemés de gris. Mon oncle. Le frère aîné de ma mère. La seule personne de notre famille qui m'avait jamais dit de garder un sac prêt au cas où. Quand ils l'ont laissé entrer, il n'a pas dit bonjour. Il a simplement posé un jeu de clés de voiture sur la table. « Tu n'y retourneras pas » a-t-il dit doucement. Je m'en assurais.
Pour la première fois de la journée, j'ai senti mes épaules se détendre. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais ce soir, je ne serais pas seul. Et je savais qu'elle ne me verrait plus jamais de la même manière. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre, non pas par des commérages, mais par des canaux officiels. Un détective est passé avec un dossier, l'ouvrant pour que je puisse voir les photographies qu'ils avaient prises de la cuisine, la tasse de thé, le récipient sur le comptoir, le résidu dans le drain de l'évier. C'était surréaliste, de regarder des preuves qui avaient failli arrêter mon cœur. Elles n'admettent rien, a-t-il dit, le ton calme. Il a attendu. Mais les résultats du laboratoire sont solides. L'affaire va avancer, qu'elle coopère ou non. J'étais assise là, serrant la fine couverture de l'hôpital, sentant les lignes de ma vie se réorganiser. La famille que j'avais passé des années à défendre, partie. La maison que je pensais avoir, partie. Mon oncle est entré juste au moment où le détective partait. Il portait un sac lourd du son des fermetures à glissière et du métal. Tout ce dont tu as besoin pour commencer, a-t-il dit simplement. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu des vêtements, un téléphone prépayé et une feuille de papier soigneusement pliée. C'était un contrat de location, signé, payé en totalité pour 6 mois. Tu n'as pas à me remercier, a-t-il dit. Promets-moi juste que tu n'y retourneras pas, cette promesse semblait être la seule chose que je pouvais tenir. Plus tard, alors que je me tenais devant les portes vitrées de l'hôpital avec mon sac sur l'épaule, l'air semblait différent. Plus léger, plus froid, mais pur. La voiture de mon oncle attendait au bord du trottoir, mais de l'autre côté de la rue, 2 silhouettes familières se tenaient derrière le ruban de police jaune qui entourait maintenant la maison de mon enfance. Les bras de ma mère étaient croisés. Les yeux de ma sœur étaient rouges, non pas de culpabilité, mais de rage. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas parlé. Je me suis simplement détourné, laissant la porte se refermer derrière moi. Le nouvel appartement était petit, à peine assez grand pour un lit, une table et une seule chaise. Mais il était à moi. Pas d'écho de porte claquée. Pas de bruit de pas se faufilant derrière moi. Juste le silence le bon. La première semaine, je ne suis pas beaucoup sorti. Non pas par peur, mais parce que j'apprenais à respirer sans attendre la permission. Puis les appels ont commencé. Des numéros inconnus. Des messages vocaux provenant d'identifiants bloqués. La voix de ma sœur arrivait, dégoulinante de venin. Tu as tout gâché. Maman est anéantie. J'espère que tu es heureuse. Puis ma mère, feignant la douceur, rentre à la maison et nous parlerons. Tu aggraves la situation. Aggraver ? Elle m'avait presque enterré. Le détective m'avait prévenu que cela arriverait. Qu'au moment où les conséquences les toucheraient, elle réécrirait l'histoire, se présentant comme les victimes. Mais je ne m'attendais pas au message suivant. Ce n'était pas un appel. C'était une vidéo. L'écran s'est allumé avec des images de mon ancienne chambre. Chaque tiroir sorti, chaque mur dépouillé, mes livres, mes photographies, mes vêtements disparus. Et puis le visage de ma sœur est apparu à l'écran. Considère ceci comme ton dernier avertissement, a-t-elle ricané avant d'éteindre la caméra. J'aurais dû ressentir de la rage. Mais au lieu de cela, j'ai souri parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris chaque document, chaque possession importante, chaque morceau de ma vraie vie des semaines avant la nuit dans la cuisine. Tout ce qu'elle a détruit, remplaçable. Et demain, elle allait apprendre à quel point son confort était remplaçable, lui aussi. Le matin s'est levé avec une douce lumière dorée à travers mes stores. Une nouvelle sorte d'aube. Le genre où je ne me préparais pas à des bruits de pas ou à des cris. Le genre où je pouvais choisir ce qui allait suivre. J'avais été patiente, trop patiente. Lorsque l'enquête de police s'est terminée, des accusations ont été portées, non seulement pour agression, mais pour quelque chose de bien plus laid. Les tests avaient révélé un empoisonnement délibéré, des traces d'une substance que personne ne pouvait accidentellement saupoudrer dans la nourriture. Les preuves étaient irréfutables, les empreintes digitales de ma mère sur le récipient, le message texte de ma sœur à une amie se vantant de lui avoir enfin donné une leçon. Le jour du procès est arrivé vite. Je suis entré tranquillement, vêtu de bleu marine, les cheveux relevés, calme, recueilli. Elles sont entrées en traînant les pieds de l'autre côté, toutes deux pâles, jetant des regards aux journalistes rassemblés au fond. Le juge a lu les charges. Des halètements ont rempli la salle lorsque le rapport médical a été versé au dossier.
Le secouriste qui m'avait sauvé a témoigné. Et lorsque le procureur a demandé si ma vie avait été en danger, il n'a pas hésité. Oui. À quelques minutes près. Le verdict est tombé avant le déjeuner. Coupable. La sentence a été reportée, mais des ordonnances de non-contact strictes ont été émises immédiatement. Dehors, les appareils photo crépitaient, des voix criaient des questions. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Je suis simplement passé, mes talons claquant sur les marches du palais de justice, ma respiration stable pour la première fois depuis des années. Plus tard dans la nuit, j'ai passé un appel, non pas pour me vanter, non pas pour me disputer, juste pour laisser une seule phrase sur la messagerie vocale de ma sœur. Il s'avère que j'allais bien, après tout. Et pour la première fois, elles n'ont pas eu de mots. Parfois, les personnes que nous attendons pour nous protéger sont celles qui nous blessent le plus. Et cette trahison blesse plus profondément que n'importe quelle blessure qu'un étranger pourrait causer. Cette histoire montre comment la cruauté peut se cacher derrière le masque de la famille, déguisée en blague ou en leçon jusqu'à ce que la vérité arrache ce masque. La mère et la sœur dans cette histoire n'ont pas seulement ignoré la souffrance. Elles s'en sont moquées, l'ont rejetée et l'ont transformée en divertissement. Ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que chaque rire, chaque remarque cruelle constituait un dossier contre elles sans même qu'elles le sachent. C'est un rappel que le silence n'est pas une faiblesse. La narratrice aurait pu riposter sur le moment, se disputer, crier, essayer de se défendre, mais elle a choisi d'observer, de recueillir la vérité et de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Lorsque le secouriste a discrètement appelé des renforts, lorsque les tests sont revenus et lorsque les empreintes digitales et les messages ont été exposés au tribunal, la justice est arrivée sans avoir besoin de disputes criardes ou de scènes publiques. C'est une leçon puissante. Parfois, la forme de force la plus bruyante est la confiance tranquille que la vérité fera surface. Cela nous apprend aussi à prêter attention aux petits signes. Beaucoup de gens ignoreraient les vertiges, l'essoufflement ou même un goût étrange dans la nourriture, se disant de ne pas faire d'histoire. Mais ignorer ses instincts peut être dangereux. Écouter son corps et avoir confiance que quelque chose ne va pas pourrait vous sauver la vie, comme ce fut le cas ici. Cette histoire nous oblige à poser des questions difficiles. Pourquoi certaines familles traitent-elles la gentillesse comme une faiblesse? Pourquoi la jalousie ou le ressentiment couvent-ils chez des personnes qui sont censées nous aimer? Et surtout, combien sommes-nous prêts à tolérer avant de finalement dire assez? La narratrice n'a pas seulement survécu. Elle a repris sa vie en main. Elle est sortie du tribunal libre, respirant pleinement, n'étant plus piégée dans une maison qui minimisait son existence. L'appel final à sa sœur n'était pas une vengeance au sens traditionnel du terme. C'était une conclusion, un simple et calme rappel qu'elles avaient perdu tout pouvoir sur elle. Si vous avez déjà été rabaissé, moqué ou manipulé psychologiquement lorsque vous étiez au plus bas, souvenez-vous de ceci, vous ne devez aucune explication à ceux qui choisissent de ne pas voir votre douleur. Protégez-vous. Documentez tout. Et le moment venu, laissez la vérité parler. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive dans un silence complet et dévastateur.